métier de l'ombre, un métier qui évoque pas mal de souvenirs pour certains peut-être. On va mettre l'accent en effet sur le métier d'éducateur spécialisé, métier en pénurie. C'est vrai que quand on évoque le métier d'éducateur spécialisé, on pense à l'aide à la jeunesse, on pense aux éducateurs en milieu scolaire, on pense aux personnes qui travaillent en milieu où on va retrouver des hommes et des femmes en situation de handicap. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, eh bien, le métier s'est vraiment élargi à d'autres facettes, à d'autres palettes, comme par exemple le métier de Pélé Carpin. Il travaille dans une institution, le Clair-Vallon, qui travaille avec des jeunes atteints d'obésité. Donc je m'appelle Pélé Carpin. Ça fait 20 ans que je travaille à Clair-Vallon et ma formation initiale, c'est éducateur spécialisé en accompagnement psychoéducatif. Dans des cours de mon parcours ici à Clair-Vallon, l'institution m'a offert l'opportunité de faire un master européen en analyse et innovation des pratiques socio-éducatives, ce qui m'a permis de parfaire mon cursus d'éducateur spécialisé. Moi, j'invite en tout cas les personnes qui ont un tropisme pour le social à s'inscrire dans une formation éducative. C'est une formation qui est en constante évolution et qui, depuis en tout cas le début de mes études, a énormément évolué. Je le vois à travers les stagiaires qui sont venus chez nous. Je le vois aussi à travers les rencontres qu'on fait avec les maîtres de stage et les professeurs. C'est une formation qui est vraiment devenue très complète. Et les exigences sont telles qu'on se retrouve avec des éducateurs qui peuvent vraiment se targuer de faire un métier qui est vraiment exceptionnel. Et donc moi, j'invite vraiment les personnes qui ont un tropisme pour le travail social à s'inscrire dans ce type de formation. Et on va mettre donc l'accent sur ce métier d'éducateur ou d'éducatrice spécialisée. C'est quoi un éducateur ou une éducatrice? Réponse dans quelques instants. Tendance première. Et je vais reprendre cette phrase de Nelson Mandela pour introduire notre dossier du jour. L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Christophe Rémion, bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Mais avec plaisir, professeur à la Haute École Vinci. Delphine Spinette, bonjour. Bonjour. Vous travaillez, vous, dans un centre d'hébergement pour personnes handicapées à Evere. Et puis Youssef Kader, bonjour. Bonjour. Vous êtes éducateur aussi, l'éducateur qui ose presque tout, ou presque, avec les résidents d'une maison de repos à Molenbeek. On vous doit, entre autres, Papy Boom, on vous doit plein d'activités dont on avait déjà parlé dans cette émission. C'est vrai qu'on est très heureux de vous accueillir tous les trois parce que quand on évoque le métier d'éducateur, on a toutes et tous peut-être certains souvenirs de nos éducateurs à l'école. On a une vision plus ou moins floue du métier d'éducateur et pourtant en quelques années, eh bien, ce métier est devenu multifacette. Christophe Rémion, on est un peu sorti des trois grands secteurs, aide à la jeunesse, handicap et autres. Oui, tout à fait. Alors tout d'abord, cette phrase que vous avez énoncée de Nelson Mandela, elle est justement en signature de mon adresse mail. Donc à chaque fois que j'envoie un mail, c'est cette phrase qui ressort pour vous dire à quel point je suis en accord avec vous. Alors effectivement, d'un point de vue historique, vous avez les trois grands secteurs historiques qui sont le milieu scolaire, l'aide à la jeunesse et le handicap physique principalement. Aujourd'hui, mais le métier s'étend à plus d'une vingtaine de secteurs différents. Donc, je peux citer le milieu hospitalier, par exemple. On vient d'entendre Monsieur Carpin, milieu qui est encore très hiérarchisé. La santé mentale, les éducateurs dans les CPAS maintenant, les milieux socioculturels et sportifs, les MENA, les migrants, les réfugiés, la précarité, les assuétudes, les personnes âgées. On va en parler avec Youssef, bien sûr, les fermes pédagogiques, la petite enfance, le secteur carcéral aussi. C'est un signal fort, évidemment, qui, à mon sens, questionne la société, l'état de notre société aussi. Oui, justement, quand on évoque le métier et le milieu carcéral, il y a peu d'éducateurs dans ce milieu carcéral. Là, vous venez de taper dans le mille, effectivement. Il y a bien deux secteurs, pour moi, où il y a un véritable problème, où il manque des éducateurs, puisqu'en fait, le métier est en pénurie avec tous les secteurs que je viens d'évoquer. Mais effectivement, le milieu carcéral est un très, très bon exemple. Il y a pour l'instant, en dehors des aides psychiatriques où sont assignés la plupart des éducateurs, il y a actuellement en Belgique, pour 13 500 détenus, un seul éducateur spécialisé qui travaille dans l'aide des femmes à l'antin. Donc ça, c'est une question interpellante, moi, qui me questionne énormément. Et le deuxième secteur où on trouve pas, ou très très peu d'éducateurs, c'est les écoles primaires. Certaines écoles bénéficient d'un éducateur, des écoles principalement communales, mais au vu de l'évolution des réalités sociétales, des enjeux sociétés aujourd'hui, les problématiques sociales, le fait de ne pas avoir assez d'éducateurs
dans les écoles primaires est un drame, puisqu'évidemment, c'est des bombes à retardement qui arrivent en secondaire. Je vais poser une question qui peut vous paraître très bête, et j'en suis désolée à l'avance, mais éducateur spécialisé, j'ai envie de dire en quoi ? Pourquoi ce vocable spécialisé ? Est-ce que c'est par rapport au public, par rapport au milieu, par rapport... j'ai toujours envie de dire spécialisé, il manque un truc. Tout à fait. Écoutez, je vais essayer de vous répondre au mieux. Spécialisé, pour moi, dans l'accueil et l'accompagnement de personnes fragilisées, spécialisé dans la relation, dans la rencontre avec l'autre. Alors, bien sûr, il peut y avoir des spécificités. Vous avez différentes formations. On vient d'évoquer les éducateurs spécialisés en activités psycho-éducatives. Vous avez aussi les éducateurs spécialisés en activités socio-sportives et aussi en activités socio-sportives et culturelles. Donc, ça veut dire que vous pouvez être éducateur spécialisé avec un sac à dos et plein d'outils et avoir des spécificités aussi que vous pouvez mobiliser ou non sur le terrain en fonction des bénéficiaires, des usagers, des secteurs dans lesquels vous évoluez. Delphine Spinette, vous travaillez-vous dans un centre d'hébergement pour personnes handicapées à Evere. C'est quoi votre métier d'éducateur ? Si vous deviez le résumer en quelques mots. Moi, en tant qu'éducatrice, j'accompagne donc des adultes porteuses d'une déficience intellectuelle. Et nous, quotidiennement, on va leur proposer un panel d'activités. Alors moi, je suis éducatrice spécialisée en activités socio-sportives. Et donc, je viens utiliser cet outil sportif dans mes activités quotidiennes. Et donc, on vient leur proposer de la natation, de l'hypothérapie, de la marche, des sports ballons. Enfin, c'est assez diversifié. Et donc, moi, au quotidien, je fais un tas d'activités comme celle-ci. Qu'est-ce qui vous a poussé à un moment à vous inscrire dans des études pour devenir éducatrice spécialisée ? J'ai toujours aimé le contact à l'autre et c'est un métier qui vraiment m'anime. J'ai de la chance de travailler dans un endroit que je trouve formidable avec des personnes exceptionnelles. Et donc, voilà, j'ai toujours aimé toucher un peu à tout, découvrir un tas de choses je peux mettre tout en pratique dans mon quotidien. Voilà, je fais des bricolages, on va faire du sport, et puis on a un vrai contact humain avec le public avec lequel je travaille. Youssef Kadar, le contact humain, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important. Vous, dans votre maison de repos à Molenbeek et dans vos activités, vous avez créé entre autres un Papy Boom. Vous osez presque tout, c'est-à-dire que quand vous êtes arrivé dans cette institution, vous avez été voir votre directeur en disant on va proposer aux personnes âgées des cours de boxe, on va proposer du speed dating, on va proposer de faire des vidéos, on va proposer de les mettre en scène, de les sortir un peu du cliché des maisons de repos. C'est vraiment ce qui vous animait au départ, de vous dire et de se dire il n'y a pas de raison qu'avec les personnes âgées, on ne leur fasse pas faire des choses formidables. C'est ça, tout à fait. En fait, le secteur était clivé dans des activités traditionnelles et occupationnelles. Et en fait, après un certain nombre d'années, je me suis dit, c'est pas possible, on peut pas rester. J'avais l'impression d'être dans le film Truman Show, avec la petite dame qui m'attend à l'entrée. Qu'est-ce que tu fais là ? Il est quelle heure ? Enfin, toujours les mêmes questions. Et puis, je me suis dit, maintenant, il faut essayer de casser cette routine. Et donc, en tant qu'éducateur spécialisé, parce que cette fonction n'est pas vraiment reconnue à la base quand j'avais commencé en 2010 dans les maisons de repos, maintenant, tout doucement, on commence à avoir une reconnaissance, enfin, un poste de travail. Et donc, du coup, à ce moment-là, l'idée, c'était vraiment de créer du lien. C'est le plus important, créer du lien, s'intéresser à l'histoire de vie de la personne et essayer de, à travers son histoire de vie, proposer des projets qui aient du sens pour la personne. Pas parce que si c'est pour faire du bingo, etc., ça tout le monde peut le faire, pas spécialement avec l'éduc, l'ergo ou un animateur, mais s'intéresser à ce qu'ils ont vécu et leur proposer quelque chose qui leur donne du sens et qui puisse se motiver dans un projet. Et c'est à ce moment-là que j'ai proposé le projet Papy Boom et tous les projets qui justement rassemblent ces personnes en se disant on va s'intéresser à ce que vous faites et on va créer des projets ensemble. On a créé notamment une école de devoirs aussi dans une résidence où des anciennes institutrices faisaient les devoirs des enfants justement à Molenbeek, à des enfants un petit peu défavorisés. Enfin voilà. Et donc l'idée c'est de trouver du lien, d'essayer de contextualiser les projets et voilà, ça demande pas mal d'investissement, mais c'est très enrichissant. C'est à travers vos vidéos que j'ai compris mieux ce que représentait réellement le travail d'un éducateur spécialisé. Alors on a tous peut-être une vision très différente de ce qu'est un éducateur spécialisé, sans savoir vraiment de quoi il s'agit. Pour certains, ça sera le JO, un peu celui qui organise les choses. C'est ça, c'est mon rêve. Mais avec moi, mais quand je suis arrivé, j'ai fait wouhou. Avec vous, j'ai compris la dimension humaine importante que n'apportent pas toujours justement les autres personnes qui gravitent autour. Alors ici des personnes âgées, mais c'est la même chose pour les personnes avec une déficience mentale. La dimension humaine, le lien important que ne peuvent peut-être pas accorder, faute de temps, l'ergothérapeute, le directeur, l'infirmière, ce genre de choses.
la dimension aussi, je relie cette personne à son histoire, je lui donne du sens et ce genre de choses. C'est une dimension extrêmement importante du travail d'éducateur. Vous avez dit quelque chose de super important, effectivement. Vous avez parlé de JO là tantôt, et donc c'est vrai qu'on tombe alors assez rapidement dans les clichés. Oui, et c'est aussi là-dessus qu'on voudrait travailler aujourd'hui. D'ailleurs, merci pour cette émission, parce que ça va permettre de travailler sur des représentations erronées, sans doute liées au métier, du bon animateur, du pion, de celui qui s'amuse avec les gamins. L'éducateur, c'est un scientifique de l'humain, pour moi. C'est un artisan du lien. C'est-à-dire, il évolue dans un laboratoire social sans frontières. Et donc, son objectif, effectivement, c'est d'abord d'entrer en lien, pour accompagner les bénéficiaires. D'abord, pour ça, il faut créer des activités avec un objectif éducatif. Pour rentrer en lien, et une fois que vous êtes entré en lien avec la personne, là, vous pouvez véritablement l'accompagner avec toute une série d'activités, et qui ne sont pas des activités occupationnelles, des activités qui ont du sens, qui ont un objectif, et qui permettent d'aboutir véritablement à tout un travail d'accompagnement. C'est quoi pour vous le sens de vos activités, Youssef Kadar? On va peut-être réexpliquer en 2 mots pour ceux qui ne connaissent pas Papy Boom ce que c'est ce projet. Quel est le sens d'amener des personnes âgées à suivre des cours de boxe, à aller sur une place, mettre de la musique et demander aux passants de la rue de danser avec eux, etc. C'est quoi le sens pour vous? Alors le sens, c'est vraiment de rompre l'isolement des personnes âgées, parce qu'en institution, les seniors, il faut savoir qu'ils sont quand même assez fort isolés au niveau sociétal. Voilà, il y a des sociétés où quand une personne a des cheveux blancs, ils fêtent ça, ils sont impliqués, mais je veux pas dire qu'en Europe en général, c'est vrai que quand ils sont en maison de repos, ils sont un peu mis de côté, alors que c'est des personnes qui ont vécu, qui ont une voiture. Quand on parle de leur voiture et ce qu'ils ont eu comme voiture, on connaissait même pas ces marques, enfin voilà. Et du coup, arrivé là, en tant qu'éducateur spécialisé, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut apporter à ces personnes pour leur redonner goût à la vie et leur donner envie de vouloir avoir des projets, parce que une personne qui n'a pas peut-être nécessairement de projet, qui n'est pas embarqué dans quelque chose, peut se laisser un peu aller si la famille ne rend plus visite. Et donc, le sens, c'est vraiment de donner du sens à la personne, à des projets qui lui parlent et lui donner envie de se mobiliser. Après les cours de boxe, etc., je trouve que quand on est dans un stade de sa vie, on a envie de découvrir de nouvelles choses. Et donc, je propose souvent des activités découvertes. On a fait notamment aussi le vol l'Airspace à Charleroi, où tous les seniors ont dû retirer leur dentiste. On avait oublié à l'intérieur. Parce que quand j'ai vu le trou, je me suis dit, ah non, les gars, il faut retirer vos choses. Parce que sinon, là, non. Mais voilà. Mais donc, c'est important comme l'a bien dit Christophe, de donner du sens à ses actions et de s'intéresser. Oui, Christophe, je vais vous donner la parole, mais même question Delphine Espinette. Quel est le sens d'éducation que vous mettez dans vos activités avec justement ce public atteint par le handicap? Nous, on vient vraiment leur donner confiance en eux, on vient les mettre en valeur. Et puis, chaque activité a ses objectifs. J'accompagne par exemple l'activité aquatique où on va à la piscine, on vient travailler leur autonomie. Il y a un vrai lien de groupe. Et puis tout ce qui est sport, c'est bon pour la santé. Donc, on vient mettre tout ça en avant dans nos activités. Ouais. Christophe ? Oui, je voudrais rebondir par rapport à ce que tu viens de dire, Youssef, par rapport à l'importance des activités, notamment, tu as été précurseur, novateur, en fait, dans le domaine. On m'a envoyé il y a quelques jours, il y a quelques semaines, une photo d'une personne d'un robot social. Je vous expliquerai ce que c'est dans un instant, avec 7-8 personnes âgées autour. Ça coûte 5 000 €. Vous appuyez sur 1, c'est karaoké. Vous appuyez sur 2, eh bien, vous avez relaxation. Moi, ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ça, c'est que dès qu'on enlève un humain dans la chaîne, dans les métiers de l'humain, dans les métiers du lien, on perd quelque chose. J'imaginais mal ce robot social monter dans le bus pour sortir en boîte de nuit avec Youssef, ou peut-être pour chanter des berceuses à ceux qui restent. Donc je pense qu'il faut se rendre compte que depuis notamment que Youssef travaille ces aspects-là, eh bien il y a moins de médicaments chez les personnes âgées, elles sont de nouveau en mouvement, elles bougent, moins de sédentarité. Donc ça veut dire que, comme on le disait tout à l'heure, il y a un objectif derrière et on voit les changements. Et on le voit aussi quand on interroge les personnes âgées, on voit le sourire sur leur visage. On va revenir évidemment sur vos différentes activités, mais aussi sur la formation des éducateurs spécialisés aujourd'hui. On va repousser les portes, c'est Nathalie Poulet qui a poussé les portes du Claire Vallon. On va entendre à nouveau Pélé Carpin nous parler de son métier. Les enfants sont admis chez nous avec un BMI qui justifie une prise en charge de 1 an.
L'équipe pluridisciplinaire propose un projet de soins qui est divers et varié. Et donc évidemment, on va travailler sur les aspects diététiques, sur la remise en mouvement, mais aussi sur des aspects psychosociaux. Et donc il s'agira d'appréhender cette problématique d'obésité comme un symptôme, le symptôme d'un mal-être beaucoup plus profond. Et donc c'est pour ça qu'on articule différents intervenants autour de chaque patient. Alors les éducateurs, ce sont un peu les spécialistes du quotidien. Et donc les enfants ici, comme ils sont en séjour d'1 an, ils doivent apprendre à vivre en communauté, avec tout ce qu'on peut imaginer comme enjeu interrelationnel. Et donc les éducateurs veillent à ce que ces enfants puissent vivre le quotidien de la façon la plus épanouissante possible. Plusieurs de leurs missions, c'est notamment de prendre en considération le fait que ces enfants sont très abîmés du point de vue de leur estime d'eux-mêmes. Et donc il y a un travail en tout cas de renforcement d'estime de soi, un travail aussi sur leurs habiletés sociales. Ce sont des enfants qui ont subi des brimades à l'école du fait de leur obésité, qui ont parfois subi des brimades allant jusqu'au harcèlement. Et donc des enfants qui sont en tout cas en difficulté dans la relation avec leur père. Et donc le fait de venir à Clairvallon et de vivre en communauté 5 jours sur 7, c'est parfois compliqué pour eux, parce qu'ils ne savent plus comment entrer en relation avec l'autre. Et donc les éducateurs les accompagnent en tout cas dans cette façon de pouvoir se sentir bien avec leur père. Donc ça à travers des ateliers à visée pédagogique, à travers des moments informels du quotidien. Et donc vous créez des relations, des liens particuliers avec eux? Alors c'est en effet un axe sur lequel les éducateurs s'appuient, c'est de créer du lien avec l'enfant. Et donc c'est d'aborder chaque enfant dans sa singularité, d'essayer de faire émerger chez lui ses compétences, ses ressources, d'essayer de parler son langage, de créer de l'alliance. Et ça permet aussi de faciliter son adhésion aux autres prises en charge. Est-ce que vous intervenez aussi en tant qu'éducateur en mode liaison avec les familles de ces enfants? Alors tout à fait. Donc nous sommes en première ligne. Donc quand les parents viennent chercher leur enfant le vendredi ou viennent les reconduire le dimanche, il y a toujours un petit passage d'information qui se fait avec l'équipe éducative qui travaille ce jour-là. On communique énormément avec les parents. Donc on considère même chez nous que les parents, finalement, ils vont faire 70% du travail. Donc l'enfant, il est ici, il suit le programme de soins, mais l'idée, c'est que les parents, après, quand ils récupèrent leur enfant, puissent reprendre le relais. Et donc les parents sont constamment sollicités et font partie vraiment du projet de leur enfant. Pélé Carpin, donc au micro de Nathalie Stas-Poulet, éducateur en beau métier dans des domaines diversifiés, nous envoie cet auditeur ou auditrice, mais qui devrait être protégé. Et c'est vrai qu'on va revenir sur cette protection aujourd'hui parce qu'on l'entend souvent, tout le monde peut faire éduc, est-ce vrai ou non? Réponse juste après ceci. It's always our business, one shed and one skin. Feel it all around and let you enter within. There's no resisting, you may as well give in and give over. Stop waiting for clovers and miracles. Ain't no one delivering except from you. The growth so far has been exceptional, but still there's a lot to do, a lot to face, a lot to learn, a lot to change, a lot to take from it all. I know you want to run, I know you do. Yeah. But there's no other way to stray through. Yeah. Oh, in this life a lot of suffering. Yeah. But in the end that's where I shaped you. Run all of the talk and need not tell no friend. You receive the lessons, time to put in action. You receive the blessings, time to self-sanction. In a spiritual fashion, your mind is your weapon. Your hell and your heaven, you must come together. You, for us for better, must return to center. Yeah.
You can't run away from it no matter where you go. You've got versions of yourself that simply demand more. Waiting in the sidelines, hear them knocking at your door. Yeah, yeah. La très londonienne Green T-Peng avec ce Green, évidemment, il est 10h45. 0471 200 500, 0471 200 500, c'est le numéro WhatsApp. Si vous voulez participer à ce dossier du jour, nous témoigner aussi de votre réalité d'éducateur ou d'éducatrice, nous poser des questions, vous n'hésitez pas, 0471 200 500. Tendance première. 10h, 11h30. Tout le monde peut faire éducateur, c'est ce que l'on entend parfois, réalité ou pas. Eh bien, c'est ce que l'on va essayer de comprendre avec nos invités. Christophe Romion, éducateur et professeur à la Haute École Vinci, Delphine Spinette qui travaille pour une résidence, un centre d'hébergement pour personnes handicapées, et Youssef Kadar qui travaille lui avec des résidents d'une maison de repos. Tout le monde peut faire éduc. Je suppose que Christophe Romion, ça vous énerve comme phrase. C'est quoi la formation d'un éducateur spécialisé aujourd'hui? Alors effectivement, c'est une phrase qui me hérisse parce qu'il y a une grande différence entre faire éduc et être éduc. Et donc en fait aujourd'hui, on permet encore à beaucoup trop de personnes de rentrer dans des postes. On engage des gens qui n'ont pas le titre requis. Je pense notamment, c'est encore le cas dans l'aide à la jeunesse, on peut engager des bacheliers en imagerie médicale, des assistants bucco-dentaires, des ergothérapeutes, des sociologues, où on dit « Ah ben celui-là, il fera bien l'affaire ». Eh bien en fait, c'est là en fait que je pense que c'est un très très mauvais signal qui est envoyé. Ça entretient l'idée que tout le monde peut faire éduc. Et donc c'est quoi alors finalement la formation des éducateurs en 3 ans? Alors la formation d'éducateurs elle est de plus en plus poussée, elle est très professionnalisée. Vous avez des cours de psycho, de sociaux, de philo, de droit, d'observation et d'analyse, d'expression corporelle. Vous avez de la gestion de projet, du secourisme, vous avez de la crimino. Toutes des réflexions au niveau des comportements pathologiques, des neurosciences, la neuropsycho, la santé mentale. Donc on va assez loin. Alors on ne pourra jamais, bien évidemment, former quelqu'un qui sera, vous l'avez entendu, il y a plus de 20 secteurs, qui sera aussi bon avec des personnes caractérielles que dans le spectre de l'autisme, qu'avec des personnes âgées, dans la petite enfance, dans les CPS, etc. Chaque secteur a des codes, chaque secteur a une façon de fonctionner. Si on prend rien qu'un secteur de l'aide à la jeunesse, c'est déjà excessivement complexe. Mais si je vous comprends bien, la formation donne les outils nécessaires à ensuite pouvoir se spécialiser, puis éventuellement changer de secteur et s'adapter. Et c'est finalement aussi sur le terrain que l'on pourra mieux exprimer ces outils appris en formation. Absolument. Et donc d'abord, la formation, vous l'avez dit, donne des outils. Deuxièmement, c'est à partir du terrain d'expérimentation qu'on peut éventuellement, en accord avec les hautes écoles, en partenariat, bien continuer des formations continues. Mais moi, ce qui m'indispose, c'est quand en fait tout le monde peut rentrer encore dans des postes d'éduc, mais moi, j'ai jamais vu le contraire. C'est-à-dire, j'ai jamais vu un éducateur quand il y avait une pénurie de kinés, d'ergo, de podo. Alors, je sais qu'ils ont une immense capacité d'adaptation, les éducateurs. Alors, j'ai jamais vu un éducateur remplacer un podo, un kiné, etc. Et donc, je pense que ce qu'on fait dans un sens qui, je viens de le dire, est un mauvais signal. Je pense pas qu'il faut le faire dans l'autre sens. Mais je comprends aussi cette réaction des directeurs, parce qu'il faut l'avouer, en rédigeant notamment tout un chapitre des carnets d'éducateurs dont je parlerai dans un instant, j'ai interrogé des dizaines de directeurs qui m'ont dit « Mais Christophe, en fait, on est démunis. Il y a un turnover important, on travaille en sous-effectif, et donc moi, si j'ai un bon sociologue dans mon équipe, je vois pas pourquoi je ne pourrais pas l'engager dans mon équipe. » Donc ces directeurs aussi sont désœuvrés par rapport à une situation qui est compliquée. C'est vrai, mais faut-il de là engager n'importe qui? On n'est plus comme dans le temps où quand on entendait Jason Nécoutry en classe, il a la tête dure, envoyez-le chez Fernand le garagiste, il saura quoi faire, il sait parler aux jeunes, lui. Je pense que ça a un peu évolué et ça s'est professionnalisé. Delphine et Youssef, derrière cette question, est-ce qu'il n'y a pas parfois un problème de reconnaissance? Est-ce que vous vous sentez reconnu ou reconnue dans votre profession et dans le panel de la profession d'éducatrice ou d'éducateur? Alors, personnellement, moi, dans le secteur des maisons de repos, je me sens reconnu dorénavant parce qu'en 2010, quand j'avais commencé, il n'y avait pas du tout d'éducateurs spécialisés, c'était que des ergots. Et bon, j'ai atterri dans ce secteur de par mon stage, donc c'était un peu, voilà, elle avait aimé mon stage. Et en fait,
1 an après mon engagement, on me dit qu'on me licencie parce que je n'ai pas justement le titre requis, que c'est un ergothérapeute qu'il faut. Et puis finalement, on trouve dans la loi quelque chose qui fait qu'on peut garder un éduc, mais il faut d'office un ergo. Et ça dévalorise d'entrée. On se dit, purée, on sort de l'école, on tape 3 ans, et paf, on se retrouve sur un pied d'inégalité avec une autre fonction qui est celle d'ergothérapeute. Et je dénigre pas du tout le métier d'ergo qui est très important. Mais on a chacun nos spécificités. Et à ce moment-là, en 2010, il n'y avait pas encore de spécificité par rapport à l'éducateur. Et voilà, et grâce aux documents, grâce aux livres, le carnet d'éducateur, et grâce à d'autres outils, et à mon expertise, j'ai essayé d'apporter une touche propre en montrant un peu ce qui manquait dans une maison de repos, et essayer de le mettre en place en projet. On vous invite d'ailleurs à aller jeter un œil, évidemment, sur les projets Papy Boom, cette web-série qui est absolument parfaite. Enfin, c'est très très amusant de voir ça, de voir l'implication des personnes âgées. C'est vrai que la reconnaissance, on la voit de la part des personnes âgées. Quand vous rentrez dans une chambre, j'ai eu l'occasion de vous suivre pour un tournage, on voit le visage de ces personnes âgées qui changent. Quand ils participent à des web-séries, on voit le visage de ces personnes âgées qui changent. Est-ce que, quand vous sortez de l'institution, quand vous parlez de votre métier, sans spécifier Papy Boom par exemple, est-ce que vous voyez parfois une sorte d'interrogation ou de mépris en disant « Ah, il est éducateur » vis-à-vis des personnes Est-ce que des gens vous laissent entendre que... Ouais, mais ça arrive que des personnes disent « Ah, t'es éducateur », il y en a plein, il y en a en cours du soir, il y en a en cours du jour, il y en a en cours du matin, il y en a en cours... Et c'est vrai que, voilà, il y a cette forme même dans les équipes pluridisciplinaires, moi je dis toujours aux éducateurs qui m'appellent, je leur dis « Battez-vous, ne vous laissez pas faire », parce que dans une équipe pluridisciplinaire, généralement il y a 1 ou 2 éducateurs, et puis on est dans une société, si je peux me permettre, c'est qu'on doit être dans le résultat immédiat. Ouais. C'est-à-dire que, l'infirmier va passer, la personne a mal à la tête, on va lui donner un dafalgan, elle a plus mal à la tête. Une personne est entre guillemets, peut-être, elle a passé une nuit compliquée, elle est pas très propre. Un aide-soignant va passer, la personne est propre. Mais l'éducateur spécialisé, quand il passera, quel sera ce résultat? Mais justement, les résultats dans votre maison de repos, c'est quoi? Par rapport au sur le long terme. Justement, sur le long terme, c'est de permettre à des seniors, justement, de trouver du sens à ce qu'ils font, de créer des projets et surtout de devenir porteur de projets et acteur social. Parce que souvent, on est dans l'attente. Moi, je trouve qu'un éducateur spécialisé doit justement prendre des initiatives, créer des collaborations qui peuvent apporter un plus à l'institution, aux seniors ou aux autres domaines. Donc, il faut être proactif et pas dans l'attente en se disant, ah tiens, il y a l'école qui m'appelle à Noël, voilà, ils vont nous ramener des cartes, super. Et puis, voilà, non, il faut se dire, mais non, les seniors, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? On est des moteurs, et alors ouais, et alors qu'est-ce qu'on peut créer? Alors on est parti, on crée des projets et on va vers d'autres institutions, que ça soit le milieu de l'handicap ou le milieu de la jeunesse ou les autres écoles, et on dit tiens, avec nos seniors on peut passer en autre école et on peut essayer de faire en place un projet. Enfin voilà, il faut être porteur et c'est ça le... Delphine, même question autour de la reconnaissance. Est-ce que vous vous sentez reconnu dans votre métier, dans la spécificité de votre métier, vous qui travaillez justement dans un centre d'hébergement pour personnes en situation de handicap? Alors oui, je me sens reconnue. Moi, je travaille au centre de jour et donc on est une équipe vraiment d'éducateurs principalement, et c'est nous qui nous occupions, qui encadrons les bénéficiaires la journée. Donc il n'y a pas vraiment d'intervention de kiné ou d'infirmière ou d'ergothérapeute. Voilà, on est vraiment le centre de l'institution. Ça tourne vraiment. On est bien présent. Christophe? Oui, une réaction par rapport à ce qui vient d'être dit, parce qu'en fait, on a beaucoup parlé effectivement de la formation, et c'est vrai que c'est super important, mais n'oublions pas ce qui nous amène à devenir éducateur. Moi, c'est ça aussi sur quoi j'ai très très fort envie d'insister. Eh ben, on va y revenir après les informations de 11h. Christophe, vous restez évidemment avec nous. Si vous voulez réagir par 500. Tendance première. Véronique Tiberghien. Cédric Rottier. Message de Mariam, tout le monde ne peut pas s'improviser éducateur, d'accord, mais faut-il un diplôme pour aller promener avec le seul club de marche de la région qui accepte des personnes différentes? Sans diplôme, la directrice nous a jeté autre message qui nous est arrivé, c'est celui de Sébastien. J'aurais aimé savoir si un instituteur primaire ou une institutrice primaire peut se reconvertir dans le métier d'éducateur, pardon. Est-ce que ça se fait? Est-ce que c'est conciliable? Est-ce que ça demande des formations complémentaires? Christophe Rémion, vous qui êtes professeur à la Haute École Vinci, réponse à ces 2 messages. En fait, tout le monde peut aller faire une promenade avec des gens en forêt. Le problème n'est pas du tout là. Peut-être que la personne n'a peut-être pas entendu justement le début de l'émission où on réinsistait très, très très fort sur les objectifs éducatifs. C'est-à-dire, pourquoi va-t-on faire une promenade en forêt? Qu'est-ce qu'on a envie d'obtenir avec une vision d'ensemble? C'est-à-dire, ça s'inscrit dans un programme. C'est peut-être déjà la 4e séance. On va peut-être faire une approche de la nature spécifique pour obtenir avec une personne handicapée mentale ou avec une personne
par exemple, de l'aide à la jeunesse qui a vécu quelque chose de très complexe. Donc voilà, ça ne s'improvise pas, on ne fait pas de l'occupationnel. Toute personne qui veut aller se promener en forêt peut le faire, mais l'éducateur, je le répète, n'est pas un animateur, c'est pas un chef scout qui va faire une activité en forêt. Cette personne s'est inscrite sans doute dans une activité éducative prévue de long terme dans un calendrier. Et elle en parlera sans doute avec d'autres professionnels au retour de son activité. Vous qui êtes professeur à la Haute École Vinci, vous côtoyez chaque année des jeunes hommes, jeunes femmes qui se lancent dans ce métier, dans cette formation. Pourquoi ? La plupart du temps, qu'est-ce qu'ils vous disent quand ils arrivent à l'école ? Mais merci pour la question, puisqu'on a évoqué tantôt le fait que tout le monde peut faire éduc. Eh bien non, en fait, nous on a un public très authentique. On parle souvent, c'est vrai, de vocation. Moi, j'aime pas tellement ce mot-là. Moi, je préfère un parcours de vie. En fait, on ne s'inscrit pas par hasard dans ce type d'études. Il faut d'abord avoir une ouverture sociale, une intelligence émotionnelle, une présence à l'autre. En fait, un intérêt pour l'autre, pour être là, avec toute une série de valeurs d'écoute. Donc les étudiants qui nous arrivent, d'abord ce sont des personnes qui sont souvent très authentiques, mais qui arrivent avec un parcours, avec une expérience de vie, soit parce que dans leur propre famille, il y a un enfant qui a peut-être eu un handicap, ou soit ils ont vécu eux-mêmes des situations complexes, ou parfois ont été eux-mêmes placés dans des institutions. Donc les gens arrivent avec un parcours, ils arrivent avec une intention. Tout ça, évidemment, on le travaille pendant les cours, mais donc je pense qu'il est faux de penser qu'on arrive par hasard dans ce type de métier. Il y a une histoire. Delphine, en parlant d'efficacité, on abordait ce thème tout à l'heure, entre autres avec les projets de Youssef, le projet Papy Boom, entre autres. Est-ce qu'on peut mesurer l'efficacité de votre travail par rapport à des personnes en situation de handicap ? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des échelles qui permettent de vous dire, en tant qu'éducatrice spécialisée, on a fait évoluer telle personne de telle manière? Dans mon travail actuel, on n'utilise pas d'échelle, mais on voit une amélioration sur... j'ai une bénéficiaire qui a pris énormément confiance en elle. On voit les évolutions sportives. On le voit à travers même leurs œuvres d'art. Tout ça, ça se mesure de cette façon-là, en tout cas là où je travaille. Oui. Christophe ? Voilà, aujourd'hui on est dans une société où il faut non-stop prouver, une société quantophrénique du chiffre, efficacité, efficience, performance. Or les métiers de l'humain, ils s'inscrivent beaucoup plus dans une dimension relationnelle, plutôt de robustesse, pour faire un lien avec Olivier Amand. On est vraiment dans du lien dans la durée, pas dans des choses où on peut visibiliser directement une action. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les interstices, comme on dit, et donc on n'est pas dans quelque chose où on est de plus en plus géré par des masters en gestion d'entreprise qui viennent top-down parfois nous dire, écoutez, voilà comment ça se passe. Alors qu'il faut créer des dispositifs avec et pour les bénéficiaires, mais qui correspondent à leurs besoins. On oublie la dimension relationnelle là-dedans. On va repousser les portes, si vous le voulez bien, du Centre Claire Vallon avec Nathalie Stas-Poulet, qui est partie à la rencontre de Pélé Carpin, qui est éducateur spécialisé dans cette institution qui vient en aide à des jeunes atteints par l'obésité. Une des spécificités ici du centre médical pédiatrique, c'est que c'est un centre qui est dirigé par 4 directions. Donc il y a une direction financière et administrative, une direction médicale, une direction éducative et une direction pédagogique. Donc la direction éducative gère en fait tout le pool d'éducateurs ici au sein de Claire Vallon. Il y a plus ou moins 80 éducateurs. Chaque équipe éducative est gérée par un responsable éducatif. Et donc quelque chose qu'il faut savoir et qui fait aussi la spécificité de Claire Vallon, c'est que chaque unité est co-dirigée donc par un médecin responsable et un responsable éducatif. Et ces deux personnes, du point de vue de l'organigramme, sont sur le même niveau. Donc ces deux personnes doivent s'articuler entre elles pour proposer en tout cas une gestion de l'unité la plus efficiente possible. En ça, je trouve que par rapport à d'autres institutions médicales, le travail de l'éducateur est vraiment reconnu et s'articule parfaitement avec tous les autres intervenants. Là où on peut en tout cas ressentir cette spécificité, c'est au travers de nos réunions, où la parole de chaque intervenant, y compris celle des éducateurs, est vraiment prise en considération pour construire le projet thérapeutique de chaque enfant. À savoir aussi que ici le centre accorde énormément d'importance à la formation de ces éducateurs, et donc on propose une formation permanente, c'est-à-dire que on propose un programme de formation interne
pour les nouveaux éducateurs. Et donc tout ça favorise en tout cas l'aspect professionnel du travail éducatif. Ouais. Youssef Kadar, est-ce que dans votre institution, dans cette maison de repos pour personnes âgées à Molenbeek, vous avez réussi à créer là aussi des binômes, à inverser peut-être un peu cette hiérarchie, de vous dire que on travaille ensemble avec les personnes âgées pour les faire évoluer? C'est ça, tout à fait. En fait, c'est vrai que dans une équipe pluridisciplinaire en maison de repos, il y a une grande partie d'infirmières et d'aides-soignantes, et puis les kinés, ergo, éduc. On est en petit nombre. Généralement, c'est 1 à 2 personnes par corps de métier. Et c'est vrai que l'idée, c'est de se dire, il faut essayer de créer cette mouvance ensemble. Parce que quand j'organise, par exemple, une grosse fête avec les résidents, je peux pas, moi, tout remonter tous les seniors en chambre, ranger tout seul. Donc, je dois mobiliser l'équipe. Puis on me dit, oh non, Youssef, avec tes histoires là, tu nous fatigues. Mais non, justement, l'idée, c'est de faire ça pour les aînés. Ça les amuse. Et voilà. Et donc, il faut, et puis, il y a un contexte aussi dans le secteur des maisons de repos. C'est le contexte du taux d'occupation, de cette concurrence qu'il peut y avoir entre les différentes maisons de repos. Et donc, voilà, il y a cette je vais pas dire cette pression, mais ce vouloir cette idée de vouloir créer des activités qui sont aussi chouettes et dynamisent. Christophe Remion, rapidement, on va répondre à la question de Sébastien qui nous demandait si un instituteur primaire ou une institutrice primaire peut devenir éducateur. Écoutez, pourquoi pas? Tout le monde a le droit de se réorienter quand il s'aperçoit qu'il y a un complément de diplôme ou quelque chose qu'il veut faire en plus. Le tout étant alors de voir quelle passerelle il pourrait obtenir, quelle dispense il pourrait obtenir. Mais donc très clairement, je pense qu'il faut aller vers les différentes hautes écoles qui organisent cette formation et voir un peu dans quelle mesure on peut montrer son bulletin de notes ou en tout cas ce qu'on a déjà eu comme cours et effectivement obtenir sans doute des dispenses ou des passerelles. Et on va rappeler, le métier est en pénurie. Il reste donc des places également dans les écoles. La Haute École Vinci, les inscriptions, c'est jusque fin septembre et ensuite il y aura la phase des réorientations, c'est-à-dire tous ceux qui se sont trompés ou en tout cas qui sont dans des études qui ne leur correspondent peut-être pas. On entamera à partir du 1er octobre, les réorientations. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Christophe Remion, Delphine Espinette et Youssef Kadar. Prochain projet, Youssef, dans la maison de repos, ce sera quoi? Alors, ce sera normalement la meilleure crêpière. Après, le meilleur pâtissier, ce sera la meilleure crêpière. Avec 15 maisons de repos et ils vont essayer de faire un menu. Et on peut venir goûter? Moi, je veux bien faire jury. Avec plaisir, vous êtes la bienvenue. C'est à la salle du Sipelberg. Toujours ça et après, on oublie. Ah, ouais, c'est vrai. On est dans un coin du studio et puis on oublie. Tout à fait. J'aimerais juste remercier mon mentor parce que si j'ai fait éducateur spécialisé, c'est grâce à un prof qui s'appelle David Okenda. Merci David si tu m'écoutes. Voilà, c'est fait. Et puis on vous invite aussi à découvrir évidemment Papy Boom, cette web-série formidable et puis les différents projets que l'on retrouve qui ont fait des petits, parce qu'aujourd'hui il y a d'autres maisons de repos et d'autres éducateurs spécialisés qui vous ont appelé pour essayer justement de créer ce type de projet et de programme au sein des maisons de repos aujourd'hui en Belgique. Papy Boom sur YouTube, sur la chaîne YouTube que vous pouvez retrouver, où on découvre d'ailleurs que l'e-sport, ça y est, pénètre dans les maisons de repos. Et justement, le 17 octobre, on fait la 2e édition avec la BESF et voilà, l'idée c'est de... Ne croyez pas que vous êtes les seuls à manipuler les manettes. Voilà. Merci à vous, on poursuit avec The Feather.